Bon, décortiquons tout ça aujourd'hui parce que notre exploration, elle nous plonge vraiment dans un parcours de vie, comment dire, complètement hors du commun. Ah ça, c'est clair. C'est une immersion totale dans une documentation assez vertigineuse en fait. Ouais, on parle quand même de carnets personnels, de textes et surtout de dizaines d'heures de vidéos, d'ateliers qui s'étalent sur plus de 15 ans. C'est ça. 15 ans d'archives qui retracent l'évolution d'un homme, Patrick Reynald, je sais, et surtout de sa pratique qu'il a nommée l'harmonisation OMRAM. Et la mission de cette analyse aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre l'itinéraire atypique de cet auteur, comment on passe d'un drame personnel absolu à la création d'un outil énergétique assez unique. Un outil qui affirme carrément que notre monde matériel, ouais, même l'air qu'on respire ou le téléphone qu'on a dans la poche, est vibratoirement pollué. Mais grave. Et le plus fou, ce qui m'a vraiment interpellé dans les sources, c'est que la méthode pour réparer ça, c'est pas de l'action, c'est l'inverse absolu, c'est un lâcher-prise total, ce qu'il appelle un accueil inconditionnel. Exactement, mais pour bien comprendre ça, il faut vraiment revenir au point de bascule, le déclencheur. Ouais, l'année 1994, en fait, cette année-là, son monde entier s'effondre. En l'espace de 12 mois à peine, il perd 3 membres de sa famille. Des suites de cancer, ouais, dans des conditions de souffrance vraiment terribles. C'est le choc total. Et face au chaos, la réaction instinctive de la plupart des gens, ce serait de, je sais pas, de sombrer ou de s'en remettre à 100% à la médecine conventionnelle. Ce qui est parfaitement compréhensible d'ailleurs. Ah mais totalement. Sauf que lui, il fait un choix diamétralement opposé. Il décide de tout quitter. En juillet 1995, il part s'isoler dans les montagnes de l'Ariège. Près du Mont Calme, avec un équipement hyper rudimentaire. Ouais, une tente, un duvet, un carnet et juste un bouquin, La vie biogénique. Et là, il arrête de se nourrir. Il expérimente le jeûne pour faire genre le vide absolu. Et c'est là que ça devient fascinant. Dans les textes qu'on a consultés, ce jeûne, c'est pas décrit comme une simple diète, tu vois, c'est vraiment abordé comme une cérémonie sacrée. Une vraie coupure nette. Voilà, l'idée c'est de priver le corps du superflu. En arrêtant le processus de digestion, il cherche à installer un silence intérieur abyssal pour éveiller de nouvelles dimensions de conscience. Si on devait utiliser une analogie, moi ça me fait penser à un hard reset d'ordinateur, tu sais? Ah oui, la réinitialisation totale. C'est ça. Face au plantage complet du système, le deuil, l'incompréhension, on débranche tout, on coupe l'alimentation, littéralement, pour redémarrer sur un système d'exploitation totalement vierge. C'est une excellente image, parce que notre corps, au quotidien, c'est un moteur qui tourne à plein régime pour digérer, traiter le stress, les toxines. Et là, en coupant ce moteur, l'énergie est libérée. D'ailleurs, les archives montrent que ça ne s'arrête pas au retour de la montagne. Pendant 6 mois, il bascule dans un ascétisme d'une rigueur absolue. Ouais, un seul repas par jour. Et pas n'importe lequel. Des produits crus, de saison, jamais mélangés, et surtout, limités à 500 grammes quotidiens. Avec un jour de jeûne par semaine en plus. Ça peut sembler relever d'une obsession du contrôle, vu de l'extérieur. C'est vrai que ça paraît hyper extrême. Mais le paradoxe, selon la philosophie décrite dans ses écrits, c'est que c'est une quête d'effacement. Ces 500 grammes, c'est juste pour maintenir le corps, sans l'alourdir, pour devenir poreux à son environnement. Pour garder cette acuité sensorielle découverte dans l'Ariège, en fait. Et c'est justement cette porosité qui nous amène au gros morceau de notre documentation. Le fameux pont de 15 ans. Ouais, parce qu'il y a un sacré bond dans le temps. Après ce choc initial, on a la trace de 15 années d'ateliers, de tests, d'expérimentation tous azimuts. Et sur absolument tout. Les vidéos montrent des tests sur des êtres humains, bien sûr, mais aussi sur l'eau, les aliments, des objets du quotidien, l'air, les lieux, tout y passe. Et pour ça, il utilise des outils qui, bon, on va pas se mentir, risquent de faire lever quelques sourcils. Tu parles des mesures en kinésiologie et au pendule. Exactement. Attends, marquons une pause là-dessus. Utiliser un pendule ou tester la résistance musculaire d'un bras pour évaluer l'énergie d'un smartphone, c'est typiquement le genre de truc où beaucoup de gens vont se dire c'est de l'autosuggestion, quoi. C'est clair. Et c'est important de garder une position neutre là-dessus et de comprendre la logique interne de sa démarche sans la valider scientifiquement. Bien sûr. Dans sa visio à lui, le pendule ou le test musculaire, c'est pas de la magie. C'est juste un amplificateur d'une réaction biologique. Le vrai instrument de mesure, c'est le corps humain purifié qui réagit à une information vibratoire. Donc une micro-contraction que le pendule ou le bras vient juste rendre visible. Voilà. Et son constat, après ces 15 années d'ateliers et de tests au pendule, il est sans appel. Il affirme qu'il y a une interaction énergétique et vibratoire constante entre tout ce qui existe. Rien n'est isolé.
Et c'est en 2011, après une nouvelle diète extrême de 60 jours, qu'il formalise la pratique de l'OMRAM. Oui. Et pour faire simple, comme il l'explique dans les sources, la posture de base de cette pratique, c'est vraiment, et les mots en leur importance, c'est d'être dans l'accueil inconditionnel des potentiels d'harmonie. Attends, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que quand on regarde les autres pratiques énergétiques, genre le yoga poussé ou certaines méditations, on nous vend toujours ça comme un effort surhumain, une concentration de fer. C'est vrai, il faut canaliser, diriger l'intention, forcer presque. Et là, avec l'OMRAM, c'est l'inverse. C'est zéro effort. Il le dit lui-même. Cet accueil inconditionnel, ça doit se faire au-delà de nos connaissances, au-delà de nos croyances et surtout au-delà de nos égos de contrôle. C'est la clé de voûte. L'ego veut décider de la forme que doit prendre l'harmonie. Mais dans cette méthode, l'humain n'est qu'un canal. Il faut mettre l'ego en retrait et laisser l'omniscience de la création faire le job en fait. Et quand on regarde la pratique concrète dans les vidéos, ça prend littéralement 4 ou 5 minutes. C'est super rapide. Oui, ça commence par une intention mentale. On invite l'harmonie pour soi, sa famille, l'humanité entière, l'univers. Ensuite, il y a ce fameux balayage des chakras, de bas en haut. Un balayage très visuel, oui. On passe du chakra racine en rouge, puis le sacré en orange, le plexus en jaune. Le cœur en vert, la gorge en bleu ciel. Exactement, le troisième œil en indigo jusqu'au coronal en violet, le tout sans aucun effort de concentration extrême. C'est juste pour nettoyer le canal en quelque sorte, comme faire les poussières sur un miroir pour que la lumière passe. Mais la vraie question, c'est pourquoi on a besoin de nettoyer tout ça. Et c'est là qu'on arrive à la distorsion de la matière. C'est la deuxième grande phase de son enseignement. L'auteur explique que ce que nous produisons dans notre monde moderne est profondément empreint de pollution et de distorsion vibratoire, énergétique et structurelle. Ouais, on a carrément altéré l'harmonie de la création. Et les coupables, selon lui, c'est l'industrie. La chimie, la chaleur extrême, l'abrasion et tout ce qui s'ensuit. En fait, il perçoit la matière comme ayant une mémoire. Les processus de fabrication industrielle sont vus comme des véritables traumatismes infligés à la structure même des objets. C'est un peu l'idée d'une matière violentée. Je voyais ça comme imagine un arbre magnifique dans une forêt, un chêne majestueux. Ouais, qui pousse au rythme de la nature. C'est ça. Et d'un coup, on l'abat à la tronçonneuse, on le passe dans des scieries qui déchirent ses fibres, on le ponce violemment, on le sature de cols et de vernis chimiques toxiques, on le chauffe dans des fours, tout ça pour en faire une table. D'un point de vue fonctionnel, c'est une table. Mais vibratoirement, selon cette philosophie, cet objet est en état de choc. Il garde la cicatrice de sa conception. Sa fréquence est complètement chaotique. Et c'est exactement ça que l'harmonisation, elle suppose remettre en ordre, remettre l'harmonie dans les champs de potentiel de cette matière traumatisée. C'est presque des excuses vibratoires faites à l'objet. C'est fascinant comme perspective. Et c'est ce qu'on voit en boucle dans les vidéos. Des salles des fêtes entières où il harmonise pas seulement des gens, mais de l'eau, de la nourriture de supermarché, des bijoux. Et surtout des téléphones portables. La démonstration avec la kinésiologie est systématique dans ces ateliers. Ouais, la fameuse séquence. Un participant se met au milieu, tend le bras, l'auteur teste sa résistance musculaire de base en appuyant dessus. Puis, il lui met un smartphone non harmonisé dans l'autre main. Et là, selon les vidéos, la résistance s'effondre. Le bras cède facilement. Le corps perd son tonus face à l'objet distordu en gros. Ensuite, il prend le téléphone, fait son intention d'accueil inconditionnel pendant quelques instants sans forcer, il rend l'objet, et là le bras tient bon. C'est le protocole qu'on voit répéter des dizaines de fois. La personne semble soudainement ancrée et ne subit plus le stress vibratoire du téléphone. Bon, qu'on soit convaincu ou non par la biomécanique de ce test, ce qui est dingue, c'est la démarche derrière. Si on relie cela à une vision plus globale, ça met vraiment en lumière notre rapport aux objets. Aujourd'hui, un téléphone, ça sert juste à scroller ou à appeler, c'est purement fonctionnel et inerte. Alors que là, on nous propose une vision où tout l'air, l'eau, les lieux, les aliments participent à une grande danse énergétique. L'humain n'est plus le maître destructeur de la matière, il essaye de cohabiter respectueusement avec elle. C'est une reconnexion, au final. Une façon de redonner de la dignité à notre environnement. C'est quand même un sacré chemin parcouru quand on y repense. Partir du traumatisme insoutenable d'un deuil, de cette souffrance de 1994, Passer par ce dépouillement radical du jeune dans les montagnes pour imposer le silence, ouais, pour aboutir, 15 ans d'expérimentation plus tard, à un outil de 5 minutes qui vise à nettoyer les distorsions vibratoires de notre monde hyper industrialisé. et le tout blasé sur le lâcher-prise.
C'est paradoxalement très doux comme approche finale. Mais complètement. Et ça, c'est vraiment la richesse philosophique du truc, indépendamment des croyances de chacun sur les chakras ou les tests au pendule. Ce qui nous amène d'ailleurs à une pensée finale assez provocatrice, je trouve. Je vois où tu veux en venir. Ouais, parce que si on laisse planer ça pour continuer l'exploration intellectuelle, mettons de côté les champs morphogénétiques un instant. Que se passerait-il très concrètement à l'échelle d'une société si chaque jour, chacun de nous prenait juste 5 petites minutes? 5 minutes pour mettre son ego et son besoin de contrôle en pause. Exactement. Juste 5 minutes pour formuler l'intention sincère d'accueillir l'harmonie pour le monde qui l'entoure, sans rien forcer. Le simple fait d'adopter collectivement cette posture mentale, cet accueil inconditionnel, Ça changerait notre façon de consommer, d'interagir? et ça, en soi, ce changement de posture, ça ne serait pas déjà une immense révolution.